Étonnants voyageurs, quelles nobles histoires nous lisons dans vos yeux, profonds comme les mers. Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, ces bijoux merveilleux, faits d'astres et d'éthers. Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile. Faites, pour égayer l'ennui de nos prisons, passer sur nos esprits tendus comme une toile, vos souvenirs avec leur cadre d'horizon. Dites, qu'avez-vous vu ? L'Amérique centrale, les Mayas, peuple encore mystérieux, hiéroglyphes encore secrets. Le mystère se lève peu à peu depuis le XIXe siècle. Un personnage, un Français, voyageur solitaire, à l'origine de la deuxième découverte de l'Amérique, découverte des Mayas cachés dans la forêt. Cette deuxième découverte de l'Amérique ne cherchait pas à piller ou à massacrer les Indiens, mais plutôt à les connaître et à étancher une soif d'aventure. L'aventure qu'avait dû vivre Charles Brasseur et la place qu'il occupe toujours dans le monde maya m'avaient fortement intrigué et m'avaient donné l'envie de me lancer à la recherche de son passé. Parti sur les traces de Charles Brasseur, sur cette route qui mène du Salvador au Guatemala, j'essayais d'imaginer ce que pouvait être un tel voyage au XIXe siècle. La forêt, à dos de mule ou à dos de cheval, des rencontres plus ou moins étranges, le plaisir de la découverte d'horizons nouveaux, sur des terres largement inconnues. Brasseur, une vie passionnante, une vie d'aventure, de recherche, d'écriture, une vie libre malgré les habits d'ecclésiastique, une vie en marge, pleine et intense. Une vie qui commence dans une petite ville du nord de la France, au milieu de cette Flandre maritime, terre plate où l'horizon est un appel des lointains. Une vie qui commence le 8 septembre 1814. L'abbé Brasseur, c'est derrière là-bas. Rue l'abbé Brasseur, Oui, mais c'est derrière le monument, c'est pas loin. Là. Ouais, j'ai connu, mais c'est loin ça. Ça, c'était encore avant l'abbé Miquignon, alors donc, ouais. Mais je peux pas vous dire grand-chose sur lui, parce que là, moi, j'étais encore jeune. Lui, il a peut-être connu, entendu parler de l'abbé Brasseur. Pourtant, je suis certain de l'avoir connu. Hein. Il y a une rue pas loin là qui s'appelle rue Abbé Brasseur. Non, c'est pas ici, c'est derrière. Mais à part ça, non, on connaît pas trop. Non, je sais pas, je peux pas le dire. J'ai entendu parler de ce nom-là, mais... Il y a une histoire de l'abbé Brasseur, ça c'est certain. Qu'il a fait... Il est toujours né ici, je crois. Il est né ici. L'abbé Brasseur. Je sais qu'il est originaire de Bourbourg, mais j'en sais pas de plus. Il a été là-bas, je ne sais plus où, là-bas dans les pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale. Voyageur infatigable, linguiste et historien, éminent explorateur des tribus indiennes de l'Amérique centrale, révéla par de nombreux ouvrages la grandeur des civilisations antiques du Nouveau Monde et découvrit la longue et secrète histoire des peuples du Guatemala. Retour sur les lieux de l'enfance. Retour sur ces canaux du Nord qui permettaient alors de voyager d'une ville à l'autre. Premier voyage en bateau. Prémisse de voyage au long cours. Remonter les canaux pour remonter le temps. Très jeune, Brasseur avait éprouvé le besoin d'écrire. Et avant ses premiers voyages en Amérique centrale, sa création littéraire était déjà importante. Et à 20 ans, il avait publié dans des revues locales des contes, des nouvelles et une histoire de Bourbourg, sa ville natale, à laquelle il est toujours resté très attaché. Dans cette partie du nord de la Flandre, communément désignée sous le nom de Flandre maritime, et à 4 lieues du port de Dunkerque, est située la petite ville de Bourbourg.
Bâti au milieu d'un vaste marécage, Bourbourg est traversé par un beau canal d'une grande utilité pour son commerce et qui offre des communications faciles avec les villes voisines. Sorti du fond des marais, comme l'indique son nom, Bourbourg faisait partie du temps de Jules César de ses nombreux châteaux ou camps fortifiés. Mais très vite, cette histoire de Bourbourg laisse transparaître l'aversion que ressent Brasseur pour la monotonie des jours qui passent. Nous venons de parcourir un espace de plusieurs siècles de l'histoire de Bourbourg, et après un laps de temps aussi considérable, nous sommes tout surpris de n'avoir offert au lecteur que quelques pages d'une relation presque insignifiante, où de rares événements se succèdent avec une triste monotonie. Le beau siècle de la Renaissance s'ouvrait. C'était le siècle des découvertes. L'Amérique avait été trouvée par Christophe Colomb. L'or du Mexique et du Pérou allait bientôt passer par les mers pour inonder l'Europe. Dans cette époque si féconde en événements extraordinaires, on ne voit rien d'important se passer à Bourbourg. Regret d'une histoire locale trop calme lorsqu'il se passe tant d'événements ailleurs. Brasseur, dont l'âme flamande est en perpétuel mouvement, rêve d'horizons lointains. Charles-Étienne Brasseur est élevé dans une famille de petits commerçants. Père propriétaire de quelques moulins à vent dans la campagne environnante, la maison familiale était située sur le lieu de déchargement des barques qui reliait Dunkerque, Bourbourg, Saint-Omer et toutes les villes et villages de la région. L'église de Bourbourg, quelle imposante domination sur les esprits d'alors. L'architecture dominante du lieu, l'influence de la mère, fervente catholique, entraîne le jeune Brasseur dans l'univers religieux. Et heureusement, car issu d'un milieu modeste, la soutane sera pour lui le meilleur moyen de se sauver. Ses premiers écrits sont fortement teintés de nuances religieuses qui s'expriment notamment dans l'admiration qu'il éprouve pour son église natale. Retour sur les lieux de l'enfance, pour chercher des traces, pour comprendre. Enfance partagée entre l'école, l'église et les moulins paternels. Admirable force du vent, maîtrisée, canalisée, de quoi faire rêver un enfant, lui donner envie d'aller chercher d'où vient le vent, de se laisser catapulter par ses ailes puissantes ou de s'endormir, bercé par leur rythme régulier, en laissant errer son imagination. Imagination débordante, imagination qui permettra au jeune Brasseur de décrire des scènes de la vie orientale comme si les images étaient extraites d'un de ses carnets de notes de voyage. Cham était le nom arabe de Damas. Entouré de ses remparts de marbre noir et jaune, flanqué de ses innombrables tours carrées, couronné de créneaux sculptés en turban, dominé par une forêt de minarets de toutes formes, sillonné par les 7 branches de son fleuve et ses ruisseaux sans nombre, cette ville de 400 000 âmes s'étendait à perte de vue dans un labyrinthe de jardins en fleurs, jetait
çà et là ses bras immenses dans la plaine, partout ombragés. Pressés par une forêt de cyprès, de palmiers, de sycomores, d'abricotiers, d'arbres enfin de toutes formes et de toutes nuances. Collège Saint-Bertin, à Saint-Omer. Brasseur en pension. Saint-Bertin est alors le petit séminaire, tenu par les religieux comme l'ensemble de l'éducation. Mais pour les enfants d'origine humble, c'est la seule issue possible. Éducation et religion, le seul moyen d'accéder au savoir. Mais l'horizon n'est plus le même pour Brasseur. Les vastes plaines sont bouchées par les murs de briques. Et c'est dans les bibliothèques qu'il faut s'échapper maintenant. Brasseur lit beaucoup. C'est dans les livres qu'il découvre l'Amérique. À 15 ans, il a lu les commentaires royaux de Garcilaso de la Vega, l'histoire de la conquête du Mexique de Antonio de Solis, les lettres américaines de Rinaldo Caldi. Austérité des lieux. Pression énorme de la religion à laquelle le jeune élève ne peut échapper. Uniforme imposé, la soutane. Cours en latin. Discipline stricte. Messe chaque jour obligatoire. Même si ce n'est pas une école à fabriquer systématiquement des prêtres, l'influence de la religion est imprimée pour toujours. Le manoir de Muchimblais, les vieux souvenirs d'adolescence, de bonheur et de liberté. L'adolescence, comment résoudre la contradiction, l'aspiration et la liberté étouffées sous le poids de la religion. Muchimblais aide Brasseur à respirer, entre les longues promenades à cheval et la vieille bibliothèque, sous le regard bienveillant du cousin Alexandre, qui disparaîtra quelques années plus tard et dont Brasseur conserve un touchant souvenir. Le vénérable parent, dont je recevais alors l'hospitalité, est descendu dans la tombe. Sa bibliothèque, où pour ainsi dire chaque volume me rappelait un souvenir heureux d'enfance ou de jeunesse, a été dispersée. Et tandis que j'allais demander à des climats lointains les secrets de leur passé, le vieux Castel, dépouillé des grands arbres où il se dérobait, et des avenues où si souvent je m'étais assis avec ma pauvre mère, est tombé en des mains étrangères. Je ne verrai plus ces ombrages, mais qu'il me soit permis, au moins, de donner un dernier regret à ce qui fut l'héritage de ma famille. Et puis c'est à Muchimblais les premiers contacts avec Lamartine, l'ami de la famille et très vite l'ami de Brasseur. Lamartine, où Brasseur reconnaît parfois trouver son inspiration. C'était un spectacle aussi curieux qu'intéressant de voir cette multitude de chameaux et de dromadaires, les uns chargés de marchandises, de provisions ou d'outres remplies d'eau. On marchait régulièrement de 9 à 10 heures par jour. Sur les 3 heures de l'après-midi, le chef de la caravane donnait le signal pour interrompre le voyage. Impossible d'échapper à la religion. Son emprise est trop forte. Brasseur visite à plusieurs reprises le monastère trappiste de la région et l'utilise comme décor d'un roman. Auguste Fauvel, roman de jeunesse. Auguste Fauvel, le personnage principal, vit un grave conflit intérieur. Il éprouve une forte attirance pour le monde du théâtre, bien que son éducation religieuse l'en désapprouve.
Il fréquente une troupe de théâtre à Paris, le théâtre de la Porte Saint-Martin. L'oisiveté dans laquelle vivait Auguste, son goût pour les spectacles et la dissipation, avait promptement étouffé dans ce pauvre jeune homme ce qui restait de semences de piété et de religion que l'aumônier de sa pension avait autrefois déposé dans son jeune cœur. Mais les remords le rongent. Cruel dilemme. Auguste Fauvel se retire quelques jours dans le monastère à l'occasion d'une tournée de la troupe dans le Nord. Les saintes austérités des religieux de la Trappe, ces pénitences extraordinaires, cette vie si rigoureuse, si entièrement dévouée au ciel, et dont je suis témoin sans pouvoir l'imiter, tout cela augmente et excite mon émulation. Tout cela fait une profonde impression sur mon cœur. Et Auguste Fauvel décide d'abandonner sa vie de bohème. Auguste Fauvel exprime-t-il le conflit que vit Brasseur, attiré par le monde de la littérature et par la vie d'écrivain? Phase de renoncement aux perspectives d'aventures lointaines? Pourtant, quelle activité littéraire déjà reconnue, sous son propre nom ou sous le nom de Charles de Ravensberg? Il est membre du cercle littéraire de Saint-Omer, et nombreux sont ses romans déjà publiés. La dernière Vestale, La famille irlandaise, Les épreuves de la fortune, Sélim le pacha de Salonique, Les paysans norvégiens, Le calife de Bagdad, L'histoire de Jérusalem et un vaudeville, Silvio Pellico à Venise. Brasseur décide alors de quitter Bourbourg et sa région. Mais sans fortune, l'avenir ne se présentait pas sous le meilleur jour. C'est à Paris que j'ai retrouvé la trace de Brasseur, Paris où il arrive en 1837. C'est son ami Lamartine qui l'avait fait venir et qui l'avait introduit dans les milieux littéraires parisiens. Lamartine, l'ami de Muchain-Blais. Brasseur écrit des feuilletons dans les journaux. Il écrit dans Le Temps et dans Le Monde. Dès 1837, il fait partie de la Société des gens de lettres. Il se souviendra, quelques années avant sa mort, de son court séjour à Paris. Je ne sais quel instinct me poussait dans cette voie où si peu d'hommes avaient marché avant moi depuis le XVIe siècle. Invoquant la science partout où je croyais la voir briller, je l'ai étudiée sans parti pris. C'est ainsi que je me trouvais dans la nécessité de me révolter de bonne heure contre le système de nos collèges, tout en me soumettant à celle d'y recevoir l'instruction commune. Je ne songeais guère alors à entrer dans l'église. J'étais journaliste à Paris. Mais j'éprouvais une antipathie invincible pour l'université. Je la considérais comme une marâtre, étouffant les bons instincts que donne la nature. Paris, où s'écoulèrent quelques-unes des belles années de ma jeunesse, ne m'avait appris à écrire que des feuilletons et de la politique, comme on en fait à 20 ans. Mais à Paris, les difficultés s'accumulent. Problème d'argent. Brasseur a 25 ans et prend la décision qui s'impose. Il éprouve un besoin profond de voyager. Il sera curé, un curé voyageur. Retour dans le Nord pour le grand séminaire à Gand et les premiers voyages à travers l'Europe. L'Allemagne, le Tyrol, l'Italie, la Suisse. Et dès qu'il est ordonné prêtre, il part pour l'Amérique. Le Canada d'abord, les États-Unis, puis enfin l'Amérique centrale. La deuxième partie de sa vie commence, marquée par les voyages lointains. Brasseur rédigera une série de livres et d'articles pour décrire ses voyages, dans lesquels Brasseur se raconte et où il exprime encore son goût pour l'aventure. Et l'aventure est là, dans tous les mystères qui vont s'offrir à lui au fil des jours. Venant d'Europe ou des États-Unis, après plusieurs jours de navigation, les contrées tropicales, il faut l'avouer, ont pour le voyageur un charme et une attraction qu'aucune autre ne présente. La nature est plus belle et plus souriante. La grandeur et la richesse colossale des forêts, l'éclat, la variété du feuillage, la splendeur inaccoutumée du soleil, ce luxe enfin de lumière, d'eau et de végétation réunis dans un seul tableau, prépare aussitôt l'esprit à des scènes d'un caractère tout à fait nouveau.
À droite et à gauche, des lagunes, des rivières ouvraient à nos regards émerveillés de longues perspectives d'une eau calme et limpide. Je ne saurais exprimer combien la vue du fleuve au bord duquel nous étions amarrés, combien la surface ombreuse de ses cours, fuyant dans le lointain entre deux rangées de forêts immobiles, et rayonnant dans le voile lumineux dont l'inondait l'astre du soir, répandait de calme dans mon âme. À mesure qu'on avance, la solitude devient plus réelle et plus grande. Les bois prennent, en perdant les dernières traces de la vie humaine, un aspect plus majestueux et plus gigantesque. Le fleuve, en ce moment, est d'une solennité immense, mêlée de je ne sais quel enchantement mystérieux qui fait vibrer toutes les cordes de l'âme. C'est au Salvador que je suis allé pour rencontrer son biographe, Pedro Escalante Arce, celui qui a passé plusieurs années de sa vie à rechercher d'Europe en Amérique les traces de Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg. Ici, au Salvador, nous avons un héros indien mythique qui s'appelle Ataclat. Je savais depuis quelques années qu'il s'agissait d'une erreur de traduction. J'ai cherché à savoir qui était l'auteur de cette erreur. C'est ainsi que je suis arrivé à Brasseur de Bourbourg et que j'ai commencé des recherches sur sa vie. Brasseur s'était trompé dans la traduction de documents indiens et Ataclat est devenu notre héros national. Curieuse situation. Le héros national du Salvador, le sauveur de la nation, symbole de la lutte contre les Espagnols et symbole de la liberté, n'a jamais existé que dans l'imagination de Brasseur. Ainsi, inconsciemment, le Salvador maintient un hommage permanent à Brasseur, en sachant qu'il est en quelque sorte le créateur du héros national. L'abbé Brasseur, depuis tout petit, a fait preuve d'une imagination extraordinaire. Bien qu'il soit entré en religion et malgré son choix d'être prêtre, la vérité est que sa vie fut une vie d'aventure, une vie qu'il a consacrée à découvrir beaucoup de pays, beaucoup de civilisations. Le père des études actuelles sur les Mayas, le père de l'intérêt moderne pour les études mayas est sans aucun doute Brasseur de Bourbourg. On ne peut pas parler de la culture maya, de son origine, sans mentionner Brasseur de Bourbourg. Il est celui qui l'a réellement fait connaître. Il faut comprendre ce que signifiait voyager au XIXe siècle en Amérique centrale. Ici, les chemins étaient de véritables enfers, chemins effrayants, chemins impossibles à emprunter par temps de pluie, et qui étaient asphyxiants avec la poussière en été. Voyager par ces chemins était une grande aventure. L'abbé Brasseur devait voyager à dos de mule ou à cheval. Il avait des porteurs indiens qui l'accompagnaient et le protégeaient, car les chemins étaient aussi pleins de voleurs. C'était extrêmement dangereux. J'avais suffisamment de quoi entretenir mon esprit à l'aspect du panorama grandiose qui se développait devant moi. Dans les régions équinoxiales de l'Amérique, soit que l'on chemine en terre froide dans les hautes montagnes de la Cordillère, soit qu'on s'enfonce en terre chaude dans les sentiers à peine tracés de la forêt, les tableaux de la nature ont, pour celui qui sait les apprécier, un charme dont on se rassasie rarement. Et les solitudes où l'on passe sa vie, en voyageant, semblent se peupler et perdre presque tout leur isolement. On voyage à dos de mulet, par des sentiers à peine tracés dans la forêt, auxquels on donne cependant le titre pompeux de Camino Real. Des difficultés
des privations de toute espèce attendent le voyageur dans ces contrées. Malgré ces privations, le trajet est plein de charme. Les aspects de la nature sont si grands et si variés. Les bois, les rochers, les eaux mugissantes, les volcans dont les voix formidables font entendre les bruits souterrains, semblables aux décharges de l'artillerie sur un champ de bataille lointain, tout vous frappe et vous étonne. On marche sans savoir où l'on va, mais cet inconnu même est un attrait de plus pour le voyageur. Quand il voyageait avec d'autres, il marquait toujours son désir de se retrouver seul, de retrouver sa liberté. Comme il a écrit dans l'une de ses lettres, « Je suis né flamand et libre, et je veux le rester ». Devant ces fourrés impénétrables, repères du jaguar et du chat-tigre, si dangereux quand la faim les presse, ma curiosité s'arrêtait, mêlée d'inquiétude. Un moment, je m'imaginais voir briller dans l'obscurité les yeux sanglants de l'Oslo. Mais le moment d'après dissipait mes appréhensions. Cette magnificence, à quoi rien ne peut se comparer dans les froides régions de notre Europe, m'entraînait de rêverie en rêverie. Sous la gaze entr'ouverte de ma moustiquaire, ma vue descendait tour à tour, ou remontait de la terre au firmament. Dans cette contemplation délicieuse, j'oubliais, peu à peu, le ciel et la terre. Mes yeux appesantis se fermèrent, et je dormis bientôt d'un sommeil profond. Un exemple du fait que le sentiment religieux, bien qu'important, n'était pas sa vraie finalité, c'est qu'il avait vendu en arrivant à Boston lors de son premier voyage tout son matériel de messe. Sans doute l'abbé Brasseur avait une certaine vocation religieuse, mais sa vocation n'était pas une fin en elle-même. C'était pour lui une arme, un passeport pour pouvoir accéder à son véritable centre d'intérêt, l'histoire de la civilisation ancienne maya, connaître son passé. Et le passé maya est là, sous ses yeux. Villes antiques anéanties, villes fantômes. Mais la vie transparaît derrière les pierres encore majestueuses. Temples et palais qui ne demandent qu'à revivre dans l'imagination. Et l'imagination de Brasseur est prête à accueillir les légendes, les mythes, les dieux mayas. Traces de grandes civilisations disparues. Il faut les chercher partout, dans les montagnes, dans les forêts. Brasseur le sait. Il écrit « J'ai parlé avec beaucoup de gens dans ce pays. Je suis convaincu que le Guatemala est couvert de ruines, mais il faut les chercher dans le désert. » Rares sont à cette époque les voyageurs et les chercheurs qui s'intéressent à ces contrées inconnues. Brasseur, lui, se plonge dans l'histoire de la région. Il écrit en 3 ans sa monumentale histoire de l'Amérique centrale, de l'origine des populations amérindiennes à la conquête espagnole. Grand succès, reconnu comme l'un de ses meilleurs ouvrages. Le dernier volume, un mélange d'histoire et d'ethnographie. On sent que Brasseur pénètre maintenant dans l'intimité du monde maya. Quand il doit retourner en France après son premier voyage, il sait qu'il reviendra bientôt. Il sait que son esprit a été capturé par ce monde maya et que désormais, il ne vivra plus qu'à travers lui. Il ne vivra plus que pour le faire revivre. Ses futurs voyages ne seront consacrés qu'au monde maya. Là va commencer sa véritable vie, sa vie la plus fructueuse et je crois la vie où il va être le plus heureux. Il voyage à travers le Nicaragua, le Salvador et finalement il arrive au Guatemala qui est le pays qui va le plus influencer sa personnalité et ses études.
visite à Antigua, la vieille cité espagnole, l'ancienne capitale du pouvoir espagnol sur toute l'Amérique centrale, Guatemala coloniale, et toujours ces églises imposantes, chefs-d'œuvre d'architecture, chefs-d'œuvre de pouvoir. Antigua, ancien siège du pouvoir religieux, tous y étaient, franciscains, dominicains, jésuites, carmélites. Mais un jour, ce siège de la religion vacille, la terre tremble, le volcan crache la mort et la destruction. Églises, monastères, couvents se vident, restent les traces grandioses toujours présentes. Brasseur remonte le temps, imagine la vie fastueuse lorsque la ville éclatait dans toute sa splendeur. Le couvent de la Merced. Brasseur s'y promène longuement, s'assoit au milieu des ruines, il apprécie l'architecture. Mais bientôt la religion vacille aussi dans la tête de Brasseur. Il veut s'immerger dans le peuple indien. Il veut voyager dans tout le pays, dans les régions indiennes les plus reculées. Il demande à être nommé curé de petits villages indiens, dans des régions inaccessibles, pour apprendre la langue et pour découvrir les coutumes locales. Une nouvelle étape dans sa longue progression pour rattraper son imaginaire. Les mythes, les légendes, la pensée indienne l'ont tellement envoûté que peu de temps après son arrivée en Amérique centrale, l'abbé Brasseur de Bourbourg n'était déjà plus le même. Ce monde va envoûter totalement Brasseur, sans délaisser ses croyances religieuses catholiques, sans abandonner son bagage européen. Il va finir par se convertir en un personnage syncrétique, un mélange de catholique et d'indien, en adoptant les pensées du monde indien qui existaient lors de son séjour en Amérique centrale. Je me remets en selle et me voilà désormais seul avec mes Indiens, tous inconnus. Ils allaient être pour moi des serviteurs si dévoués que je ne puis m'empêcher ici d'en témoigner ma gratitude et de dire le regret que j'éprouve en pensant à eux. Mais en ce moment, je ne les connaissais pas encore, et en les suivant seul à quelque distance, livré à mes pensées, pour m'ensevelir avec eux dans le désert, je sentais un serrement de cœur inexprimable. C'était le spectacle le plus vaste et le plus merveilleux qu'il m'ait été donné de contempler dans l'Amérique centrale. Je ne pouvais en rassasier mes regards, et chaque fois que je repassais dans cet endroit, je m'y arrêtais pour l'admirer de nouveau. Depuis lors, chaque fois que l'idée de la mort s'est présentée à mon esprit, j'ai pensé qu'elle me serait moins amère et que ma tombe serait plus légère s'il m'était donné de reposer en face de ces merveilles. « C'est Rabinal !» s'écrie en tendant la main Nacho Coloche. « C'est votre nouvelle patrie. Nous espérons que vous l'aimerez et que vous en ferez à jamais votre demeure. » Mon regard exprima certainement de la gratitude, mais je ne répondis rien, car mes pensées se reportaient malgré moi vers la France. Jamais je n'oublierai cette époque intéressante, et qui, malgré quelques légers nuages, est restée dans ma mémoire comme une des plus douces et des plus agréables de ma vie. L'église de Rabinal, lieu de rencontre, lieu de mélange entre Dieu chrétien et Dieu maya. La croix, devenue un des supports de la croyance maya. Et l'amalgame entre rite chrétien et rite maya devient de plus en plus confus dans la tête de Brasseur.
Pendant qu'il était curé à Rabinal, on voit comment peu à peu il entre en contact avec ce monde indien qui était autour de lui. Le fait d'avoir fait représenter le Rabinalachi, son contact avec d'autres Indiens dans d'autres paroisses, tout ceci l'a fait pénétrer de manière intime dans la religion, dans les croyances, dans les mythes et dans la pensée des Indiens mayas. Découverte des lieux sacrés, participation à la vie religieuse indienne, immersion de plus en plus profonde dans la culture maya. Avant mon arrivée, personne ne parlait des nombreuses ruines dont ces montagnes sont remplies. Je gagnais la confiance des Indiens en leur racontant leurs propres traditions. Sur un mamelon immense qui surplombe la vallée de Rabinal, à une hauteur de 1500 pieds, se dressent les débris de cette cité perdue, et ces élégantes pyramides dominent un panorama dont la grandeur ne saurait se décrire. Chaque semaine, les Indiens que je prenais pour guide me faisaient connaître de nouveaux vestiges. Ils jouissaient de mon plaisir et de mon étonnement. C'est ainsi que je connus Cayube, dernière ville des Rabinaliens, d'où les religieux les firent descendre dans la plaine pour bâtir leur bourgade actuelle, à 1 lieue de l'ancienne cité. Cayube, ruine préhispanique découverte par Brasseur. Mais ruine toujours habitée par les dieux mayas et toujours activement vénérée par la population de Rabinal. C'est dans ces contrées qu'il faut aller pour savoir avec quelle ténacité les Indiens ont gardé les coutumes antiques de leurs pères. La loi espagnole les a contraints, dès l'origine de la conquête, à se laisser baptiser. Et plus que personne, j'ai eu l'occasion de déplorer le fatal système de compulsion pour faire entrer les Indiens dans l'Église. En bien des localités, même les superstitions de l'idolâtrie se sont fondues avec notre liturgie sans que les Indiens soient capables de distinguer le vrai du faux. Mais en d'autres endroits, ils ne sont chrétiens que de nom, tandis qu'au-dedans, ils sont non pas sciemment idolâtres, mais encore ennemis jurés de la foi chrétienne. Ils s'agenouillent devant la croix ou les autels, mais sous ces autels, derrière ces croix, ils auront placé des idoles auxquelles ils rendent leurs véritables hommages. C'était même une des raisons qui avait déterminé mon voyage dans ces contrées. Je voulais avoir le cœur net au sujet de toutes ces sorcelleries indiennes. J'aurais souhaité pouvoir éclaircir le mystère qui continue à les envelopper et reconnaître s'il y avait quelque fondement aux enchantements extraordinaires dont parlent toutes les chroniques. Était-il vrai qu'ils fussent capables de se transformer en toutes sortes d'animaux, de se transporter instantanément d'un lieu à un autre, d'assister invisiblement aux conseils de leurs ennemis? Lorsqu'il porte la messe à côté des autels mayas, il est un peu perdu. Et ce malaise s'exprime dans un dialogue avec son compagnon indien, étonné de le voir si passionné par leur tradition. Monsieur croit-il au Nagual? J'avais ouï dire que les étrangers n'avaient aucune foi dans ces balivernes. Des balivernes? Chico, vous ne croyez pas, vous, que ce soit des balivernes? Eh bien, moi non plus. Ce qu'on en dit est peut-être exagéré, mais il y a du vrai dans toutes ces choses. Quant à ces étrangers, qui ont l'air d'en rire, les Américains surtout, je puis vous assurer qu'il y a dans leur pays des gens qui croient à des choses bien autrement absurdes. El mundo indígena
Le monde indien que Brasseur a rencontré au Mexique et en Amérique centrale était si fascinant, si dramatique, si omnipuissant autour de lui, que peu à peu, cela a fini par l'influencer de manière excessive. Lorsqu'il était curé de Rabinal, il a entendu parler d'un Indien nommé Bartolossis qui se souvenait des paroles du drame antique du Rabinal Hachi. Il a réuni les Indiens pour qu'ils représentent à nouveau l'œuvre. Il a réussi à vaincre l'obstination des plus anciens qui refusaient pour ne pas entrer en conflit avec l'Église catholique. Cependant, Brasseur était un esprit si libre, si aventurier, si intéressé dans cette civilisation qu'il les a convaincus et il a réussi à faire jouer après tant d'années le drame ballet du Rabinal Hachi. Cette pièce de théâtre est la seule qui reste en Amérique centrale du monde précolombien et elle fut sauvée grâce à Brasseur de Bourbourg. Le Rabinal Hachi, mise en scène d'un procès que le seigneur de Rabinal fait à un guerrier ennemi kitché. Faisant un jour une excursion avec 2 jeunes gens attachés à mon service, ils me racontèrent, en me montrant un mamelon voisin, une légende remplie d'intérêt. Il y était question de Rabinal Hachi, principal personnage de ce drame, et je les interrompis subitement pour leur demander ce que c'était. Mon goût pour les histoires et les coutumes antiques de leur pays leur était déjà trop connu pour leur inspirer aucune défiance. Le samedi 19 janvier 1856, tout était disposé pour la première représentation publique. Ce qui leur donnait un caractère particulièrement original, c'était le masque en bois dont chacun avait recouvert son visage. Ces masques étaient fort bien sculptés et peints, entièrement d'accord avec le rôle des personnages qui les portaient. En 1855, selon ce que l'on sait, l'abbé Brasseur de Bourbourg a financé toute la représentation et a recruté des musiciens. Il faut comprendre que cet ethnodrame, qui date au moins de 800 ans, est une des pièces les plus importantes du Guatemala. Elle continue de représenter une mystique profonde, la communication entre les esprits des montagnes, la nature elle-même et ses représentants actuels que sont ces personnages. Lui, c'est Don Juan Alvarado, l'intermédiaire spirituel, un prêtre maya qui exécute les rituels de conservation du Rabinal Hachi. Le final de l'ethnodrame est quand Quiché-Hachi est sacrifié par les habitants de Rabinal. Expérience marquante de Rabinal. Après les romans de jeunesse, après les récits de voyage, Brasseur écrit désormais des livres scientifiques sur les Mayas. Livres d'histoire, d'archéologie, d'anthropologie. Il traduit des manuscrits anciens, le Popol Vuh, un codex maya. Il veut maintenant comprendre les hiéroglyphes. Mais il se perd dans le dédale de ces images hypnotisantes. Et il va se laisser emporter par les légendes mayas. Délaissé, incompris, il s'enferme dans l'univers maya qu'il s'était créé. Dans ce que j'ai écrit sur l'Amérique depuis 20 ans, il y a à prendre et à laisser.
l'aveu ne m'en coûte rien. L'homme est sujet à l'erreur, et celui qui, en écrivant, n'a d'autre objet que la recherche de la vérité, ne saurait se sentir humilié en avouant qu'il s'est trompé quelquefois dans ses remarques. Je n'ai cherché qu'à m'instruire. Je suis né curieux. Je suis naturellement observateur. J'ai voulu aller jusqu'au fond des choses. La critique atrabilaire de quelques savants de l'école germanique, pas plus que le silence significatif des académiciens qui ont fait leur siège, n'a réussi à me décourager. Indignez-vous, si cela vous plaît. C'est un profane qui vous parle. C'est le traducteur du Popol Vuh, des livres mexicains et kitschés pour lesquels vous montrez un si profond dédain. C'est lui qui touche sans respect à votre arche sainte. Indignez-vous, jetez-moi à la face toutes vos épithètes d'écolâtre hautain. Vous ne m'empêcherez pas de vous dire la vérité. Engoué, comme vous l'êtes de l'Orient, vous tournez le dos à la lumière. Vous avez fait fausse route et vous vous êtes obstiné à croire que le soleil n'éclairait que d'un côté. Vous avez dédaigné l'Occident. Laissé seul, jusqu'aujourd'hui, dédaigné de ceux qui n'ont vu dans la science qu'un marchepied pour arriver aux honneurs académiques, aux chaires lucratives du Collège de France, j'ai soulevé des questions qu'il faudra bien qu'on agite un jour, et ce jour n'est pas loin. À force de travail, de tâtonnements, de comparaisons de tout genre, je finis par trouver la clé de leur interprétation. Mes doutes se dissipèrent, mes incertitudes cessèrent insensiblement. Je pénétrais, peu à peu, le mystère de ces images bizarres. Enfin, les derniers voiles s'écartèrent, et je commençai à lire d'un bout à l'autre les inscriptions. Cet esprit libre s'est retrouvé seul. D'une certaine manière, il a été écarté par le monde scientifique de la deuxième moitié du XIXe siècle pour avoir élaboré des théories et proposé des hypothèses qui n'étaient pas acceptées par les scientifiques de l'époque. Peut-être que pour vivre libre, il fut obligé de vivre loin, mais cette liberté s'est transformée en solitude. Le monde scientifique français et européen l'ayant rejeté, cela se reflète dans la solitude de sa mort. Quand il meurt à Nice en 1874, c'est un homme seul, c'est un homme triste, mais c'est avant tout un homme libre. Écrire la biographie de l'abbé Brasseur de Bourbourg a été une des plus heureuses aventures de ma vie. Certaines nuits, je sentais qu'il rôdait autour de moi et que par moments, il venait me dicter, me raconter certains aspects de sa vie. Lorsque j'ai repris ma route, à la fin de ce voyage qui m'avait entraîné sur les traces de Charles Brasseur, j'ai ressenti moi aussi comme une étrange présence autour de moi. Le mélange de vent du nord, de soleil tropical, de chants indiens, le mystère des glyphes, le pouvoir surnaturel des chamans, je comprenais alors comment un tel mélange pouvait entraîner une imagination sensible, je comprenais le plaisir que l'on pouvait éprouver à se perdre en chemin.